Mais voilà, je voudrais évoquer un point précis qui est celui de la différence d'écriture des pièces de théâtre françaises et anglaises de cette époque, du théâtre classique français et du théâtre élisabétain. Alors tout vient de la différence de lieu. Au moment où on a commencé à vouloir installer des théâtres dans des lieux précis et donc de sortir du théâtre itinérant, deux solutions ont été trouvées en Europe. La solution française, qui a consisté à investir des lieux déjà existants, en l'occurrence des salles de jeux de paume. Alors, le jeu de paume, c'est on dirait maintenant un sport, mais enfin c'est un jeu qui est une sorte d'ancêtre du tennis, qui se pratiquait donc avec une balle, voilà. Et ça se faisait dans des lieux extrêmement longs, des sortes de couloirs. Donc c'est une sorte de squash longue distance. Et lorsque on a transformé ça en salle de théâtre, eh bien, il a suffi de surélever une partie de ce couloir où on a mis la scène, donc où jouaient les comédiens, et puis tout le reste de la salle était occupé par le public. Et comme la salle était très longue, il s'agit d'un couloir très long, il y avait énormément de public. Donc il y avait à peu près 3 à 4 000 personnes, c'est inimaginable. Alors, bien sûr, ces gens étaient debout. Alors voilà comment ça se passait. Nous étions l'après-midi. Donc ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a commencé à jouer en soirée. À cette époque, les représentations avaient lieu l'après-midi, mais comme on était dans un lieu fermé, il fallait bien éclairer. Donc, on prenait des bougies, plus exactement des chandelles, parce que ça coûte moins cher. Seulement, la durée de vie des chandelles est quand même extrêmement limitée, ça dure à peu près 20 minutes. Et au bout de ce laps de temps, les chandelles commencent à fumer, puis à s'éteindre. Donc, jusqu'à présent, on jouait devant le public. Au bout de 20 minutes, tout s'éteint. Il faut faire sortir le public. À ce moment-là, une fois que le public est sorti, on baisse les lustres qui sont au-dessus des spectateurs. On mouche les chandelles pour éviter qu'elles fument. On les change. On remonte les lustres au plafond et on fait rentrer le public qui part pour un deuxième acte. Et puis, au bout de cet acte qui dure aussi 20 minutes, toc, de nouveau on fait ressortir le public, etc. Et il y a de nouveau un entr'acte. Si bien qu'on voit comment les pièces s'écrivent. C'est-à-dire que chaque acte, les pièces françaises sont divisées en actes et chaque acte ne peut durer que 20 minutes maximum, à peu près, quoi, enfin 20 à 25 minutes. Et donc, pendant ces 20 à 25 minutes, la scène se passe dans un lieu unique, très petit, où donc il y a forcément une unité d'action, une unité de lieu, donc par la force des choses, et une unité de temps. On voit les 3 unités. Bon, tout ça, c'est relativement simple. Ce qui se passe en Angleterre est un peu différent, c'est-à-dire que plutôt que d'investir des lieux déjà construits, on s'est mis à construire des lieux spécifiques. Des théâtres, on voit le théâtre du Globe, le théâtre du Cygne, etc. Enfin, on voit ça à Londres. Et ce sont des lieux à 2 étages, qui rappellent un petit peu le théâtre grec. En Grèce, il y avait comme ça des lieux avec 3 espaces déterminés, un pour le chœur qui se trouvait au milieu du public pratiquement, c'est-à-dire donc ce qui s'appelait l'orchestra, mais sinon il y avait donc 2 espaces de jeu proprement dit, un espace qui était dévolu aux dieux, c'était la skéné, dont on a tiré la scène, et puis un peu devant, le proskénion, où jouaient les protagonistes, c'est-à-dire les 3 personnages qui jouaient l'action. Bon. Eh bien, dans le théâtre élisabétain, une solution identique a été trouvée, avec 2 lieux, un lieu en bas et un lieu en haut. Et alors on voit comment ça se pratique, puisque comme on joue l'après-midi, eh bien les pièces peuvent durer très longtemps, il n'y a pas besoin d'interrompre, puisque c'est en plein air, il n'y a pas besoin d'interrompre la pièce toutes les 20 minutes, il suffit simplement d'alterner les lieux. Donc pendant que les comédiens jouent une scène en bas, d'autres comédiens se préparent dans la loge qui se trouve dans la scène du haut. Et puis, dès que ceux du bas ont terminé, paf, ils rentrent et ils jouent leur scène. Pendant ce temps-là, d'autres comédiens se préparent en bas. Quand ceux du haut ont terminé, c'est ceux du bas qui commencent leur scène, et ainsi de suite. Ça alterne comme ça jusqu'à la tombée de la nuit, quoi, enfin. Donc, on voit premièrement que ces pièces sont longues, elles peuvent durer toute l'après-midi. Et deuxièmement, que ce qui caractérise le théâtre baroque, c'est l'alternance, c'est la dualité. C'est-à-dire ce contraste qu'il y a entre 2 lieux qui peuvent donc représenter 2 espaces, mais également 2 périodes de temps. C'est-à-dire que puisqu'on change de lieu, on peut être à un autre moment de la journée ou à une autre date.
une scène de jour en bas peut alterner avec une scène de nuit en haut. Et il peut y avoir également un mélange des genres, ce qui est très fréquent dans le théâtre élisabétain, c'est-à-dire qu'une scène grave, sérieuse, disons, en bas, peut succéder à une scène comique en haut. C'est assez fréquent dans le théâtre élisabétain, où il y a des intrigues qui redoublent de façon burlesque, bouffonne, comme ça, une intrigue sérieuse qui est l'intrigue principale. Et donc on voit, les choses sont vraiment très différentes dans le théâtre élisabétain et dans le théâtre français. Bon, ça c'est une chose. Là où ça se complique, c'est que il y a eu l'édition des œuvres de Shakespeare. Ça a eu lieu, la première fois, l'édition Princeps, est en 1623. C'est-à-dire 7 ans après la mort de Shakespeare. Et là, curieusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a édité les œuvres de Shakespeare sous la forme de pièces divisées en actes et en scènes. Et ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas complètement. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça rentre au chausse-pied, mais on le voit dans la mesure où, par exemple, il y a des tas d'actes qui ne comportent qu'une scène. Comme par exemple le dernier acte de La Tempête de Shakespeare. Mais le deuxième acte de La Mégère apprivoisée n'en comporte également qu'une. Et puis pour faire référence à d'autres pièces du théâtre élisabétain, comme par exemple Volpone de Ben Jonson, La Fête du Cordonnier de Thomas Dekker, ou bien Ardennes de Faversham, là aussi, il n'y a qu'une scène au premier acte. Donc on voit bien que c'est une division qui n'est pas pertinente. Ça, c'est une chose. Et puis, surtout, ce qu'il y a, c'est que, à partir du moment où on lit les pièces de Shakespeare, et maintenant il est possible de les lire autrement, sous forme d'actes et de scènes, on ne voit pas la spécificité du théâtre baroque de cette époque, qui est précisément cette alternance entre les lieux et entre même les intrigues. Concrètement, pour parler de La Mégère apprivoisée, il y a 2 intrigues, ce qui n'apparaît pas quand on lit la scène sous forme de 5 actes. Ça n'apparaît pas. Pourtant, il y a 2 intrigues. C'est très clair. Il y a l'intrigue de Katharine, c'est-à-dire la Mégère, mais il y a également l'intrigue de Bianca, qui est tout à fait différente. Et ça, c'est un procédé qui est très courant dans le théâtre baroque. Et ça m'a amusé, dans la mise en scène qu'a fait Frédéric Lazzarini de cette pièce à l'Artistique Théâtre, de voir que les 2 intrigues étaient traitées sous les 2 espèces, si je puis dire, c'est-à-dire sous la forme de théâtre vivant pour l'intrigue principale, enfin de Katharine, de la Mégère apprivoisée, mais que l'intrigue de Bianca, c'est-à-dire de la sœur cadette, est traitée sous forme de cinéma. Donc il y a une différence, et on retrouve comme ça, puisque ce cinéma, les acteurs du théâtre vivant regardent le film en train de se projeter, la place de l'écran est à peu près à la place où était le théâtre du haut, le postage, dans le théâtre élisabétain. Donc on retrouve ainsi, comme ça, finalement, l'origine, dans cette représentation, l'origine du théâtre, enfin du lieu théâtral élisabétain. Voilà.